Parfait. Alors, on va commencer tout de suite le webinaire. Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. Le titre du webinaire est Le développement d'une littératie financière étudiante, une avenue pour contrer le surendettement. Je suis Audrey Bouchard-Lachance, responsable de la mobilisation des connaissances à l'ORES et je serai l'animatrice du webinaire aujourd'hui. L'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, l'ORES, a au cœur de sa mission la réussite étudiante. Il se veut un lieu de convergence pour les acteurs et les actrices de l'enseignement supérieur où l'on valorise les savoirs actuels sur la réussite. L'ORES s'intéresse aux questions d'accessibilité, de persévérance et de réussite en enseignement supérieur, tant au collégial qu'à l'université. Avant de vous présenter un peu plus amplement la thématique du webinaire et nos panélistes, je vais vous donner quelques informations techniques. Comme nous sommes en mode webinaire, il est normal que votre micro et votre caméra soient désactivés. Nous vous invitons donc à utiliser l'outil questions et réponses qui se trouve au bas de votre fenêtre Zoom pour poser vos questions aux panélistes tout au long des présentations. Notez toutefois que les questions seront répondues à la toute fin du webinaire lors de la période de questions. Il est également possible que nous n'ayons pas le temps de répondre à toutes les questions posées. Si vous avez besoin d'interprétation du français vers l'anglais, vous devez cliquer sur l'icône Interprétation au bas de la fenêtre Zoom. Sachez que le webinaire sera enregistré et l'enregistrement sera rendu disponible, tout comme les documents de présentation, sur le site de l'ORES. En temps venu, vous recevrez un courriel pour vous en aviser. Ce webinaire découle du dernier dossier thématique de l'ORES lancé en octobre et intitulé Accessibilité financière aux études, quelles conditions pour la réussite étudiante? Dans ce dossier, une des notions clés réside dans les types d'endettement qui touchent les personnes étudiantes et les impacts de leur situation d'endettement sur leur bien-être et leur réussite. Comment se porte l'endettement des personnes étudiantes en enseignement supérieur? Et surtout, pourquoi le développement d'une littératie financière adaptée aux réalités étudiantes peut représenter une piste intéressante pour contrer le surendettement? Le webinaire qui est offert aujourd'hui vise à éclairer ces questions et à offrir des pistes de solutions concrètes tant au niveau collégial qu'au niveau universitaire. Un coffre à outils accompagne le dossier et continuera d'être bonifié au courant des prochains mois. Vous le trouverez au bas de la page du dossier sur notre site Web. N'hésitez pas à utiliser les outils, ils sont disponibles pour vous. Alors, avant de commencer l'activité, j'aimerais vous présenter nos panélistes. Jacinthe Cloutier est professeure en sciences de la consommation et directrice des programmes de premier cycle à l'Université Laval. Elle a toujours priorisé le bien-être du consommateur dans tous ses projets et a développé une expertise en finances personnelles au cours de ses études, que ce soit lors de sa maîtrise en mesure et évaluation ou lors de son doctorat en psychologie. Elle se passionne aussi pour la mesure de la satisfaction des clients. Dans les prochaines années, elle aimerait continuer à développer son expertise en finances personnelles et en matière de gaspillage alimentaire, deux problématiques majeures dans notre société. Yann Martel est conseiller en aide financière aux études à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est diplômé en psychoéducation de cette université et œuvre dans le domaine du soutien financier aux populations étudiantes depuis plus de 13 ans. Membre de plusieurs comités de l'aide financière aux études, il est aussi président de l'Association québécoise des responsables de l'aide financière aux étudiants, qui regroupe les membres des bureaux d'aide financière des universités québécoises, ainsi que plusieurs cégeps publics du Québec. La mission de cette association est d'améliorer la situation financière des étudiants bénéficiant des programmes d'aide financière gouvernementaux et permettre à ses membres de partager leur expertise et leurs préoccupations en matière d'aide financière aux études. Isabelle Nguyen est enseignante au département des techniques de services financiers et d'assurance au Collège Montmorency depuis 10 ans. Elle possède également plusieurs années d'expérience en services financiers dans une grande institution financière. Elle s'intéresse tout particulièrement à l'éducation financière chez les jeunes afin qu'ils soient mieux préparés à la vie adulte. En 2021, elle chapeaute le nouveau projet du département Jeunes investisseurs qui vise à mettre sur pied différentes activités pédagogiques qui promeuvent l'éducation financière auprès de la grande communauté montmorencienne. Depuis, elle est aussi responsable du service de consultation en finances personnelles qu'elle offre aux étudiants du collège. Alors voilà, sans plus attendre, je vais céder la parole à notre première panéliste, Jacinthe Cloutier. Donc, Jacinthe, tu peux prendre le contrôle. Voilà. Tout va bien? Tout le monde va bien? Oui.
Bon. Alors, merci Audrey pour cette présentation, puis merci de m'avoir invitée. Alors, je n'ai pas besoin de me présenter parce qu'Audrey l'a bien fait, alors je plonge direct. Donc, on m'a fait l'honneur de mettre la table par rapport à l'endettement chez les étudiants universitaires. Voici le plan de la présentation. Donc, on va regarder là, si c'est vraiment un problème, l'endettement chez les étudiants. Je pense qu'on a déjà la réponse. On va parler très rapidement des comportements risqués parce que je pense qu'on est déjà en compagnie de plusieurs experts. On va parler des conséquences, puis de ce qui peut influencer l'endettement aussi selon ce qu'on a trouvé dans la littérature scientifique. Et on va faire une petite finalité sur mais c'est qui le responsable. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un problème d'endettement? Ben, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce que nous, on a vécu en tant que personnes un petit peu plus vieilles, là, à l'époque, on se faisait juger si on utilisait notre carte de crédit, par exemple, pour faire l'épicerie. Ben, c'est pas le cas de nos jeunes. Eux, c'est le contraire. En fait, ils ont grandi dans une culture d'endettement, puis sont en fait confortables avec le fait de s'endetter. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils font. Il y en a même qui croient que l'argent sur la carte de crédit leur appartient et non pas que c'est un emprunt. Puis, il faut dire que la facilité d'utilisation puis d'accès vient quand même brouiller un peu leur perception. On peut distinguer 2 types de prêts, d'emprunts. Il y a ceux qui ont plus une visée d'investissement comme l'hypothèque. Moi, ce sur quoi je me suis penchée, c'est davantage sur le prêt à la consommation, les dettes à la consommation. Puis, on exclut les prêts étudiants de ça parce que ça peut quand même être considéré comme un investissement à capital humain. Donc, c'est pas tout à fait la même chose qu'un prêt à la consommation. Si on parle justement uniquement de dette à la consommation, ben, ce qu'on a vu chez la génération X, c'est que entre 2017-2018, c'est les données que j'ai les plus récentes par rapport à ça, on a vu une augmentation de près de 23 de l'endettement à la consommation chez nos jeunes de la génération Z, donc ceux qui ont moins de 30 ans. Et on a vu une moyenne de 6 871 de moyenne de dette, ce qui est quand même assez grand. Puis, en moyenne aussi, 2,1 produits de crédit qui est détenu. En fait, dans un échantillon d'une étude que j'ai faite auprès d'étudiants universitaires, c'était 90 de l'échantillon qui avait 1 à 2 cartes de crédit. Puis c'est à se demander à cet âge-là, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire avec 2 cartes de crédit? Mais est-ce que c'est vraiment un problème, l'endettement? Je pense qu'on peut se dire que oui, non seulement il y a les chiffres dont on vient de parler qui sont quand même assez élevés pour des jeunes qui, en majorité, ont un faible salaire. La majorité gagne, disons, moins de 20 000 annuellement. On ajoute à ça tout ce qui a rapport à la vie scolaire. Par exemple, on rapporte dans les études que les étudiants sont très nombreux à être préoccupés par leur endettement, ce qui va apporter une baisse de concentration et même l'abandon des études, la baisse de la performance scolaire aussi. Il y a même des étudiants qui vont chercher un deuxième emploi qui n'auraient pas eu de besoin s'ils n'avaient pas été endettés. Sur la vie sociale aussi, on voit quand même des conséquences. Certains vont retourner vivre chez leurs parents. À première vue, ça semble pas être un problème, hein. On est tellement bien chez nos parents, la lessive et l'épicerie étant fait par eux. Mais pour un jeune qui a 20 ans, qui a réussi à être autonome, puis qui finalement doit retourner vivre chez ses parents, c'est quand même vécu comme un échec. Puis on parle aussi, faut pas oublier que quand on a 20 ans, on est habitué de sortir, d'inviter ses amis chez soi, avec les parents qui nous checkent comme ça. C'est peut-être un peu moins le fun pour ces jeunes-là. On a aussi des impacts sur la vie, sur la santé psychologique, sur la santé physique. Ce qu'on a constaté dans certaines études, c'est une augmentation de la détresse psychologique chez les jeunes qui avaient un haut taux d'endettement, puis une santé physique qui est inférieure à ceux qui étaient moins endettés. Donc, on voit quand même les effets, là, même sur la santé physique. On a plusieurs études qui montrent des symptômes de la dépression chez les gens endettés. Puis on rapporte aussi des liens avec les idées suicidaires. Donc, je pense que le problème, il est majeur, puis ça ne se limite pas seulement à la situation financière. À votre avis, c'est quoi les meilleurs moyens de s'endetter? Ben, je pense que si vous utilisez le chat, vous pourrez inscrire c'est quoi les comportements que vous avez vus chez les jeunes que vous avez rencontrés qui peuvent mener à l'endettement.
pas deux, mais trois comportements que je voulais apporter à votre attention. C'est que chez les jeunes, on a constaté qu'ils vont dépenser davantage quand ils vont utiliser une carte de crédit. De toute façon, moi-même, je me surprends à le faire. J'achète des cadeaux de Noël, disons, pour ma nièce. Ah, ben, je vais m'en acheter un en même temps. J'en achète un pour ma mère. Ah, ben, pourquoi pas me faire plaisir en même temps? Chose que je ferais pas si j'utilisais ma carte de débit. Donc, quand on a une carte de crédit chez les jeunes, plus particulièrement, ce qu'on a constaté, c'est qu'ils vont être plus impulsifs parce qu'ils utilisent du crédit. Ils vont dépenser davantage puis dépenser au-dessus de leurs moyens. Disons que c'est un comportement qu'ils n'ont pas avec une carte de débit qui, elle, peut afficher l'insuffisance de fonds à un certain moment donné. Parmi tous les facteurs qui peuvent influencer, c'est sûr que je ne les ai pas tous étudiés, mais ce qu'on constate, parmi une des variables qu'on utilise le plus souvent, les facteurs d'influence par rapport à l'endettement dans les comportements de consommateurs, c'est l'attitude. Donc, on a constaté que les gens qui ont une attitude favorable vont présenter un montant de dette supérieur puis un ratio, un nombre de cartes de crédit aussi supérieur. Mais aussi, on va constater que les gens qui ont une attitude favorable, ils vont avoir l'intention et ils vont effectivement utiliser leur carte de crédit de façon responsable. Donc, ça a de l'air un petit peu contradictoire, mais dans le fond, il y a plusieurs façons d'interpréter ces résultats-là. Premièrement, ceux qui ont une attitude favorable envers le crédit, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir bien l'utiliser. Donc, c'est pour ça qu'ils sont favorables aux bienfaits ou bref, à comment ça peut faciliter la vie, le crédit. D'un autre côté, ben, les gens qui sont davantage endettés, ben, ils vont être favorables au crédit, surtout parce que ça leur permet d'acheter ce qu'ils aiment. Toutefois, parfois, ils vont acheter, comme on le voyait tantôt, de façon impulsive. En fait, l'attitude, c'est pas nécessairement une relation simple à étudier. Il faut juste comprendre que les gens qui ont une attitude favorable sont pas nécessairement les gens qui vont s'endetter. Faut creuser un peu plus loin que ça, là, quand on parle avec un étudiant. Après tout, c'est des études, c'est des études qui portent sur des humains. C'est pas aussi simple que des éprouvettes en laboratoire. Il y a une autre variable qui est souvent utilisée et souvent étudiée par rapport aux recherches, c'est ce qu'on appelle la perception du contrôle sur ces comportements par rapport au crédit. En d'autres mots, c'est comment je me sens confiant dans ma façon de pouvoir utiliser mon crédit. Puis, de ce côté-là, les études sont pas mal anonymes. Les gens qui se sentent confiants, qui ont ce sentiment de confiance-là, qui se sentent en contrôle, ils vont effectivement utiliser de façon saine, de façon responsable le crédit. Qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ce résultat-là, c'est de savoir comment nous, on peut aider à ce que les jeunes se sentent confiants, comment ils peuvent se sentir en contrôle. Ben, premièrement, ce qu'on a vu dans les études, c'est que les jeunes qui ont un revenu annuel brut plus élevé vont se sentir plus confiants. Je pense que ça tombe sous le sens, hein, quand on sait qu'il y a de l'argent qui va rentrer pour faire nos paiements, ben, on se sent confiant de pouvoir les faire, ces paiements. Un autre résultat très intéressant, très important dans le domaine des finances personnelles en général, mais aussi dans le crédit, c'est le rôle des parents. Le rôle des parents, ben, de un, quand ils sont des bons modèles à suivre, quand ils renforcent les comportements, quand ils encouragent de bons comportements de la part de leurs jeunes, ça se reflète sur leur sentiment de confiance en eux. Qu'est-ce qui peut ne pas aider les jeunes? Quand les parents mettent la pression sur les jeunes pour qu'ils utilisent bien le crédit, ben, ça a l'effet inverse. Les jeunes interprètent cette pression-là comme un sentiment de non-confiance de la part de leurs parents, donc eux-mêmes ne se sentent pas confiants en leurs propres compétences. On constate aussi que les gens qui ont beaucoup de dettes à la consommation ne vont pas se sentir compétents, tout simplement le montant des dettes qu'ils ont en consommation, ce qu'ils vont interpréter ça comme un échec de leur part parce qu'ils ne seraient pas assez compétents pour le faire, pour bien utiliser leur crédit. On a aussi des études sur le niveau de connaissance réel, donc vraiment ce que les gens savent vraiment dans un test vrai ou faux, par exemple. Donc, on voit que les gens qui ont un plus haut taux de connaissances vont avoir l'intention d'adopter des bonnes pratiques en matière de crédit ou d'éviter les mauvaises pratiques. Mais dans la réalité, on va voir que leur niveau d'endettement va être plus élevé, puis qu'ils vont avoir plus de produits de crédit.
produits de crédit. Ça peut être autant les dettes sur carte de crédit qu'un prêt étudiant, pas un prêt étudiant, pardon, mais un prêt auto ou un prêt pour des électroménagers, par exemple. Donc, c'est un peu la mentalité de ben, je sais comment ça marche, donc je saurai ce qu'il faut faire en temps et lieu. Je vous dirais que les études, par contre, ne sont pas toutes consensuelles en ce qui concerne le niveau de connaissance et son influence sur l'endettement. C'est vraiment en grande partie dû au fait qu'on ne les mesure pas de la même façon, ces connaissances-là. On ne pose pas les mêmes questions pour évaluer c'est quoi le niveau de connaissance. Quand on parle de connaissances, on parle aussi de connaissances subjectives, ce que les gens pensent savoir. Par exemple, dans un sondage qu'on va demander, c'est comment évalues-tu ton niveau de connaissance en matière de crédit? Que le jeune va répondre s'il se considère comme étant faiblement connaissant, moyennement connaissant, ou si ses connaissances sont élevées. Ce qu'on constate d'abord, c'est qu'il se surévalue. Souvent, quand on compare le niveau de connaissance réel avec le niveau de connaissance subjectif, souvent ils vont surévaluer leurs connaissances. Puis, on constate aussi que les gens qui s'évaluent comme étant des personnes de connaissance, ben, ils vont avoir une attitude plus favorable et ils vont avoir confiance qu'ils vont bien gérer leurs finances personnelles. Toutefois, on constate que ces personnes-là ont une dette sur carte de crédit, ce qui peut faire un gain du sens quand on sait qu'elles se surévaluent. Parents un jour, parents toujours. Donc, tout à l'heure, j'ai nommé l'effet que les parents peuvent avoir sur le sentiment de confiance en ses propres habiletés. Ben, en fait, c'est vraiment très bien documenté dans la littérature scientifique que les parents, s'ils préparent bien leurs jeunes, ben, ils vont avoir un impact favorable sur l'endettement que les jeunes auront par la suite. Comment ils peuvent influencer leurs jeunes? Ben, premièrement, en prêchant par l'exemple. Ensuite, en les laissant apprendre par leurs propres expériences. Ce qu'on a vu dans certaines études, c'est que les parents qui vont payer les factures à la place de leurs enfants, ben, ces enfants-là, plus tard, vont être plus endettés. Donc, faire à leur place, payer à leur place, c'est vraiment pas une bonne pratique. Toutefois, leur faire comprendre que si jamais sont, en bon québécois, s'ils sont dans le caca par rapport à un souci financier, ben, qu'ils vont être là pour les aider. Ça les aide à prendre confiance puis à agir de façon à apprendre par leur expérience. Puis, on a aussi constaté que les parents, quand ils enseignent à leurs enfants, ça peut soit avoir des effets dommageables ou des effets favorables, en ce sens que si soi-même en tant que parent, on n'a pas les bonnes connaissances à prodiguer à nos enfants, ben, ça va se répercuter. Donc, en tant que parent, il faut s'assurer de bien donner les bonnes informations avant de promulguer un peu l'enseignement. Donc, en tant qu'intervenant, je sais que parmi vous, il y a sûrement des parents, je l'espère du moins, mais aussi en tant qu'intervenant, c'est comment on peut intégrer le rôle des parents dans notre intervention parce qu'on le sait qu'ils sont présents et on le sait qu'ils ont vraiment un impact. Le temps file, j'ai tellement à dire, mais bon, je vais essayer de faire ça plus concis. Les jeunes étudiants sont entourés de leurs enfants, pardon, de leurs amis. Toutefois, je n'ai trouvé qu'une seule étude qui a trouvé un lien entre les amis puis le fait de dépenser davantage sur sa carte de crédit, donc de dépenser plus que ce qu'on dépenserait en réalité. Mais dans les autres études, dans les miennes aussi, j'ai pas vu de lien avec les amis. Dans une étude que j'ai consultée où il était en focus group, ce qu'on constatait, c'est que plus le jeune va vieillir, plus l'influence des avis va diminuer, surtout en matière de finances personnelles, pour l'influence qu'ils peuvent avoir. Donc, l'école, je pense à des jeunes qui peuvent dire ah, ça sert à rien les cours. Ben, en fait, oui, ça peut avoir un effet. Ce qu'on a constaté, c'est que selon les études, des fois, on voit un lien, des fois, il n'y en a pas, des fois, ça fait l'inverse. Les bonnes pratiques, ou du moins dans les études où on rapporte que les cours ont des liens significatifs, mais on voit certains points communs. Premièrement, les cours qui sont vraiment personnalisés selon l'étape de vie du jeune. Parler d'hypothèque à un jeune de 15 ans au secondaire, c'est peut-être pas ce qui va le marquer le plus possible. Par contre, parler de faire un budget à un jeune du cégep qui vient tout juste de prendre son premier appart, là, on va avoir toute son attention. Aussi, dans les recherches qu'on a vues, c'est adapter la formation aux jeunes d'aujourd'hui.
Donc, soit en faisant des modules qui sont plus courts, on sait que l'attention est de plus en plus courte. Des longs cours de 3 heures, ça marche plus, je vous le confirme. Aussi les textos. Dans une certaine étude aux États-Unis, dans une université un programme d'aide financière, on avait il avait utilisé les textos, puis ça avait super bien fonctionné. Puis, il faut aussi intégrer des activités pratiques. Donc, on apprend non pas juste par cœur ce qui est les bonnes pratiques, mais essayer d'intégrer des activités pratiques. Les jeunes, ils sont intéressés, donc on peut garder espoir. La bonne nouvelle, c'est que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un lien très fort entre le fait d'être intéressé par un sujet et retenir ces informations-là et que ça ait un effet sur les compétences, et ça aussi en finances personnelles. Les sujets qui sont les plus intéressants pour eux, qui ont été mentionnés par les jeunes, les prêts étudiants, les cartes de crédit, l'importance d'un fonds d'urgence et faire un budget. Ici, des exemples de publicités qui visent des jeunes, entre autres. Les institutions financières y ont leur rôle d'influence par la sollicitation qu'ils font par la publicité. Juste attirer votre attention ici sur notre jolie drag queen ici. C'est une publicité qui était sur TikTok. TikTok qui est clairement une plateforme qui est là pour viser les jeunes. Alors, les institutions financières, ben moi, en tant que chercheuse, c'est sûr que je me demande toujours s'il n'y a pas un conflit d'intérêt quelque part. Je sais qu'il y en a là, certaines institutions qui ont créé des outils puis qui sont utilisés, mais il faut toujours se demander est-ce que c'est vraiment les bonnes personnes. Jamais rien de gratuit dans la vie. Il faut garder en tête que ces jeunes-là, nos étudiants, ben oui, ils sont ciblés, mais ils sont peu expérimentés, puis sont peu compétents. Puis aussi, ils vont être convaincus par certaines croyances erronées. Même si on sait très bien que la publicité, c'est pas la meilleure source d'information crédible, le fait que ce soit des publicités par des institutions financières, on dirait qu'à ce moment-là, ça leur permet de prendre, les jeunes vont percevoir la publicité comme étant une bonne source d'information. Donc, au final, je ne sais pas si vous connaissez l'expression un tango se danse à deux. Et quand on voit toutes les personnes, les parents, les institutions financières, les cours, les institutions scolaires, il y a même des organismes communautaires, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais il y a les ASEF, les associations coopératives d'économie familiale qui font de l'aide budgétaire, les lois, les mesures législatives, puis il y a même l'étudiant lui-même, ben, il doit se responsabiliser, apprendre à s'informer par lui-même, ben, au lieu de parler d'un tango qui se danse à deux, on va plutôt parler d'une danse en ligne qui va se danser tous ensemble. Donc, désolée d'avoir sorti de ma zone de temps, mais merci de votre attention, puis je vais être super contente de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Jacinthe. C'était très intéressant et une belle finale en plus de ça. Donc, je vais passer la parole à Yann Martel. Merci Audrey. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, excellent. Alors, merci beaucoup à Laurence de m'avoir invité cet après-midi. Et puis, je vais poursuivre sur le sujet après ma collègue Jacinthe. Donc, aujourd'hui, l'objectif un peu de ma présentation, c'est de voir un peu qui sont nos populations étudiantes qui viennent dans nos bureaux d'aide financière au niveau des universités, au niveau des cégeps, viennent nous voir pour avoir un coup de main pour le financement de leurs études. Donc, je vous dirais, là, je vais faire tout de suite une mise en garde. Je ne placerai pas les populations étudiantes dans des cases, mais quand même pour dresser un constat général de la situation, ben, il faut les identifier un peu, si vous permettez. Alors, parce que chaque personne étudiante est différente, bien sûr. Quand ils se présentent chez nous, dans nos bureaux d'aide financière, ils sont tous différents, ils ont tous leur histoire personnelle à eux. Mais aujourd'hui, on va les regrouper pour le bien de la cause, puis faciliter un peu là, le constat qu'on peut faire chez ces populations-là. Donc, j'ai tracé un portrait de deux populations, je dirais, là, dans les gens qui viennent dans nos bureaux d'aide financière, les gens qui viennent nous voir pour les aider au niveau du soutien financier. Alors, on peut parler de la population étudiante locale. Donc, les citoyens canadiens, les gens issus des communautés des peuples autochtones, les résidents permanents, les personnes réfugiées. Donc, la plupart de ces gens-là ont accès à tout le
tout le menu des soutiens financiers qui sont offerts habituellement au niveau gouvernemental. Et de l'autre côté, on a nos populations étudiantes internationales qui viennent chez nous en visite avec des visas étudiants et qui n'ont pas la citoyenneté canadienne. Donc, c'est les deux populations qu'on va regarder aujourd'hui pour voir un peu le constat général qu'on peut faire chez eux. Alors, si on commence par nos populations étudiantes locales, donc, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, accès à la majorité des programmes de soutien financier gouvernementaux. Donc, de par leur statut, ces gens-là ont accès à une panoplie de programmes pour les aider, les soutenir financièrement au travers de leurs études. Ils ont accès aussi, bien sûr, ils utilisent des produits offerts par les institutions financières, Jacinthe en a parlé tout à l'heure. Ils ont un soutien familial ou de la communauté qui est disponible et à proximité dans le sens qu'ils ne sont pas délocalisés géographiquement. Là. Habituellement, le réseau de soutien est aux alentours de la personne étudiante. Je dirais qu'il y a beaucoup de méconnaissance de beaucoup de programmes disponibles et aussi de la confusion. Vous voyez sur le côté à droite, dans le petit encadré bleu, j'en ferai pas la lecture, mais je vous ai placé les principaux programmes gouvernementaux qui sont offerts pour le soutien financier. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, il n'y a plus seulement l'enseignement supérieur qui offre du soutien financier. Vous voyez, j'ai placé la santé, les services sociaux, travail, emploi, solidarité sociale et même l'immigration maintenant à travers certains programmes. Donc, on l'a vu cet automne, on l'a vécu dans nos bureaux d'aide financière. Un de nos plus grands travaux a été de démêler notre population étudiante qui arrivait chez nous et qui nous interpellait en disant « je veux la bourse de M. Legault ». Oui, la bourse de M. Legault, mais encore. Alors, il fallait voir avec eux de quelle bourse il nous parlait parce que le gouvernement offre plusieurs programmes de soutien financier. Donc, un de nos principaux mandats, ça a été de démêler notre population étudiante au niveau du programme qu'ils souhaitaient recevoir pour soutenir financièrement leurs études. Au niveau des démarches administratives, c'est souvent, on voit chez nos populations étudiantes que c'est rébarbatif, les démarches administratives, c'est long. Et ils ne souhaitent pas nécessairement s'embarquer dans un processus qui va demander beaucoup de temps pour recevoir du soutien financier. Ça mène même parfois à l'abandon d'envisager prendre un certain programme de soutien financier. On voit de l'ambiguïté entre, bien sûr, le souhait, le désir, le besoin, la nécessité, ce qui fait qu'on voit que le comportement financier suit selon où se situe notre personne étudiante parmi ces quatre thèmes-là. Et bien sûr, au niveau de l'endettement étudiant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux types d'endettement. Il y a bien sûr celui relié au projet d'études, puis celui dont Jacinthe parlait plus tôt, qui est lié à la consommation. Bien sûr, au-delà de la population locale, dont je viens de tracer un peu un portrait de ce qu'on voit dans nos bureaux d'aide financière, il y a des clientèles étudiantes qui sont fragilisées, bien sûr. On parle de l'inflation qui est incessante, le coût des loyers, le prix de l'essence qui monte en flèche, le panier d'épicerie qui a explosé, puis explosion aussi des taux d'intérêt au niveau de tous les produits financiers. Donc, ça fait en sorte de fragiliser davantage une partie de la clientèle étudiante. Alors, on peut penser à ceux qui sont issus des milieux familiaux modestes, des chefs de famille monoparentales, les personnes étudiantes qui effectuent un retour aux études, donc qui doivent se planifier, le fait qu'ils quittent un emploi pour vivre plus modestement à travers un mode de vie étudiant. Et puis, finalement, il y a les personnes qui sont isolées socialement, qui n'ont pas vraiment de réseau de soutien autour d'eux. Donc, déjà, on a tous les phénomènes dont j'ai parlé au début qui sont là. Bien, cette clientèle-là, on voit, elle est encore plus davantage fragilisée. Je vous dirais, c'est dans cette clientèle-là qu'on voit souvent qu'il faut intervenir en soutien financier pour les aider parce qu'ils vivent des grandes difficultés, font face à de la précarité financière. Et bien sûr, l'augmentation des taux d'intérêt fait en sorte qu'à la fin de leurs études, il faut penser toujours que le remboursement va être plus élevé, puisque le taux d'intérêt va être plus élevé. Et puis, de son côté, l'augmentation du coût de la vie, ça augmente le crédit à la consommation, bien sûr, parce que nos personnes étudiantes doivent subvenir à leurs besoins. Alors, c'est là que rentrent en ligne de compte les produits financiers dont Jacinthe parlait, la crédit, les prêts personnels. Donc, nos personnes étudiantes sont obligées d'aller chercher du financement supplémentaire pour pouvoir rencontrer ces dépenses-là. Alors, le résultat,
Augmentation des heures de travail, au-delà des 15-20 heures recommandées pour favoriser la réussite, on voit que nos populations étudiantes travaillent beaucoup plus qu'auparavant. C'est un phénomène là, qui est vraiment qu'on observe chez nos populations étudiantes. Augmentation de l'utilisation du crédit, Jacinthe en a parlé tout à l'heure. Augmentation au niveau du stress financier, on voit que c'est quelque chose qui les préoccupe, c'est quelque chose qui est très envahissant pour eux. Donc, ça diminue la charge mentale disponible pour la poursuite optimale d'un projet d'études. On le voit, sont préoccupés, ont de la difficulté à se concentrer sur leur projet d'études. Alors, on voit l'impact que ça a, le stress financier chez eux. Deux petites réflexions que j'ai placées ici. La demande de gratuité scolaire ne proviendrait-elle pas du stress justement relié au remboursement de la dette étudiante? Alors, on sait que les associations étudiantes, c'est une requête qu'ils font souvent auprès de nos gouvernements, la gratuité scolaire. Ben, on ne peut pas se cacher que le stress financier, c'est certain que c'est un des moteurs qui vient avec cette demande-là. Et ne serait-il pas envisageable de changer un peu la culture, la perception et la fameuse dette étudiante, est-ce qu'elle ne pourrait pas être un investissement étudiant? C'est quelque chose qu'on s'aperçoit. Il y a comme un malaise à s'endetter, mais souvent quand on change la perception, puis on indique à nos personnes étudiantes que c'est un investissement qu'ils vont pouvoir rembourser plus tard parce qu'ils vont obtenir un emploi rémunérateur pour les études qu'ils ont fait. Donc, on va arriver à changer cette mentalité-là et, veut pas, ça va vous permettre peut-être de diminuer un peu le stress financier justement qui les habite. Maintenant, si on regarde un peu un constat général de nos populations étudiantes internationales, ben, eux, contrairement à la population locale, ben, l'accès est très limité aux programmes financiers des gouvernements. Il n'y en a presque pas de programmes auxquels ils ont accès. Alors, c'est vraiment, là, il n'y en a pas beaucoup, c'est très, très, très limité. Ils ont aussi un accès limité aux produits des institutions financières, donc c'est pas comme nos populations étudiantes locales. Ils n'ont pas l'ensemble des choix des produits financiers, c'est limité pour eux. Le soutien familial ben, est très loin, est à distance, ou des fois, il est même absent. L'entraide devient souvent de la communauté locale. On voit que c'est des populations étudiantes qui se regroupent entre eux pour s'entraider. L'accès est aussi limité au niveau des bourses offertes par leurs établissements d'enseignement. C'est pas comme nos populations locales qui ont le choix des concours de bourse ou des programmes de bourse qui sont offerts. Et il y a aussi le fameux défi relié à l'intégration culturelle, donc le logement, les repères géographiques, les personnes références, la réussite scolaire. Donc, tout ça, là, on demande à nos populations étudiantes d'être internationales, d'être performantes à l'école, mais il y a déjà tous ces défis-là liés à l'intégration culturelle qui s'ajoutent, en plus du stress financier. Donc, vous pouvez comprendre que pour eux, ça peut être difficile d'avoir vraiment la charge mentale complète disponible pour réussir leur projet d'études avec tout ce qui les préoccupe. Donc, cette clientèle étudiante-là, cette clientèle étudiante internationale-là est en situation de vulnérabilité puisqu'ils ont une grande dépendance face à leur garant, la personne qui les a endossés, si on veut, là, pour venir faire leurs études ici. J'aime bien ce terme. Ils sont prisonniers. C'est une population qui est prisonnière circulaire de la lourdeur administrative de nos institutions. On le vit beaucoup. Quand ils ont des problématiques, on les voit, là, ils tournent en rond dans le système et ce n'est jamais le bon service qui est là pour les aider. Alors, ils sont un peu prisonniers de ces démarches administratives-là et du côté des bureaux d'aide financière, on essaie de travailler fort pour les sortir de ces fameux cercles administratifs-là. Quand on regarde, là, il n'y a pas nécessairement des gens qui sont toujours partants pour porter leur dossier. On voit que les gens, parfois les services ou les gouvernements se relancent souvent la balle dans le cas de nos populations étudiantes internationales. C'est un phénomène qu'on observe. Et, veux pas, ça fait en sorte qu'ils ne sont pas toujours placés dans des conditions favorisant leur réussite scolaire. Alors, on le voit, là, tout ce que je vous parle depuis tout à l'heure, ça fait en sorte que cette population étudiante-là, là, le projet scolaire, là, il peut rapidement prendre le bord, si vous me permettez l'expression. Donc, résultat, ce qu'on voit chez nos populations étudiantes internationales, augmentation des heures de travail bien au-delà des 15-20 heures recommandées pour favoriser la réussite.
C'est tout simple, c'est une population qui paie des frais très élevés auprès de nos établissements d'enseignement, donc ce qui fait en sorte qu'ils ont des grosses factures étudiantes à payer et comme je viens de vous faire la démonstration, les moyens de soutien financier sont limités. Qu'est-ce qu'il leur reste? Aller sur le marché du travail. Et pour rencontrer ces factures énormes-là, on le voit, ils doivent faire beaucoup d'heures de travail, beaucoup trop, ce qui fait en sorte qu'on ajoute encore un élément supplémentaire qui ne favorise pas leur réussite étudiante. Augmentation de l'utilisation des produits dans les institutions financières. On voit que les institutions financières ont changé un peu les outils disponibles et puis ben, cette population-là n'a pas le choix face à tout leur engagement financier qu'ils ont à faire face. Ils utilisent les produits de nos institutions financières. On voit une augmentation chez cette population-là étudiante des demandes de soutien financier de dernier recours. C'est des gens qui viennent nous voir dans nos bureaux, qui sont désespérés, qui cherchent un moyen justement de pouvoir rencontrer tous les engagements financiers qu'ils ont. Et bien sûr, ça diminue la charge mentale disponible pour la poursuite optimale du projet d'études. Donc, on voit des accumulations d'échecs à leur dossier. On voit même, ça peut aller jusqu'à l'abandon du projet d'études parce qu'ils ne réussissent pas à rencontrer leurs obligations financières. Alors, pour conclure, ici, j'aimerais saluer ma collègue et amie Elisabeth Perez pour la petite phrase que je me presse à dire. On jasait de nos populations étudiantes et elle m'a fait remarquer ce nouveau phénomène-là qu'on voit. Donc, la marketisation des candidatures professionnelles chez nos populations étudiantes, c'est un nouveau phénomène qui fait en sorte qu'ils changent leur habitude financière. Je m'explique, c'est que maintenant, quand on recherche le meilleur candidat possible au sein d'une entreprise, bien, souvent, on va aller chercher la personne qui a fait des voyages, quelqu'un qui a fait du bénévolat, qui s'est impliqué dans plein de causes, mais toutes ces choses-là viennent avec un coût. Donc, ça augmente bien sûr la charge financière auprès de nos populations étudiantes. Et c'est vrai, j'ai écouté une entrevue à Catherine Pogonat et il disait que les artistes musicaux avaient de moins en moins de temps de faire de la création, d'écrire des chansons parce qu'ils devaient soigner leur image, parce que maintenant, c'est ce qu'on achète des images. Donc, c'est un peu le même phénomène qu'on retrouve chez nos populations étudiantes. Ils se créent une image professionnelle, mais ça vient avec un coût. Donc, ça fait en sorte d'augmenter, bien sûr, l'aspect financier, tout ce qui est les dépenses qu'ils doivent rencontrer. Donc, pour conclure, nous avons le devoir, comme je l'indique ici, le pouvoir de trouver des solutions qui vont permettre une plus grande accessibilité financière aux études. C'est notre rôle en tant que société. On doit trouver des solutions. Toutes les pistes doivent être étudiées. On doit tout envisager pour favoriser l'investissement de nos populations étudiantes dans leurs projets d'études, au moins coût possible, bien sûr. Puis une bonne connaissance des solutions financières offertes et disponibles, c'est nécessaire pour eux pour faire des choix éclairés. Alors voilà, ce qui conclut ma présentation. Je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Yann. Donc, on enchaîne avec déjà notre dernière panéliste, donc Isabelle Nguyen, puis ensuite, on va terminer avec la période de questions. Je vais partager. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci à Laurence de m'avoir invitée comme enseignante en technique de services financiers. Ça tombe bien dans mon domaine. Donc, ma présentation d'aujourd'hui, c'est les pistes de solutions que je vais vous présenter pour contrer le surendettement étudiant. Donc, je vais vous présenter des pistes de solutions et des pratiques que j'ai commencé à utiliser au Collège Montmorency. Le plan, en fait, va débuter avec la présentation de la libération du projet Jeune investisseur. Et par la suite, je vais vous présenter des pratiques pour contrer le surendettement. Donc, je vais vous parler de la campagne du mois de la littératie financière. Ensuite, je vais vous parler des consultations en finances personnelles. Et je vais terminer en fait avec les ateliers sur la gestion du stress financier. Donc, j'ai fait 3 choix là, pour vous présenter des solutions face à l'endettement des étudiants. Alors, on va commencer avec le projet Jeune investisseur. En fait, j'ai fait une demande de libération en 2021 pour un projet qui s'appelle Jeune investisseur. C'est une initiative, en fait, qui était demandée au collège comme un projet ayant 2 volets. Le premier volet était de développer la littératie financière auprès de la communauté étudiante de Montmorency. Et le deuxième volet du projet était d'enrichir la formation de base de techniques de services financiers
par des activités pédagogiques authentiques qui reflètent le marché du travail en services financiers. Or, les services offerts en éducation financière seraient présentés par les étudiants de la technique de services financiers. Donc, le projet a été accepté avec très, très heureux. On a eu l'approbation du projet qui est accepté. Et j'ai débuté mes activités dès l'automne 2021. Donc, c'est un projet qui est mis en place pour informer les étudiants sur la littératie financière. Et on veut aussi les outiller, comme Audrey l'avait dit, là, pour les amener vers un monde des adultes bien outillés. Mais je tiens quand même à signaler que le projet a été mis en place. Il y a aussi mon équipe du département des enseignants qui m'ont aidé en fait à la réalisation du projet. Et j'ai aussi du personnel du collège qui participe aux activités du projet Jeune Investisseur. Donc, je pense à ma collègue Lisanne Bigra du service de la vie étudiante avec qui j'ai travaillé conjointement pour mettre en place les activités durant l'année. Et je pense aussi aux enseignants du département d'éducation physique qui m'ont rencontré en fait pour me parler de leur idée de mettre en place des ateliers sur la gestion du stress, dont je vais vous parler un petit peu plus tard vers la fin de la présentation. Donc, je vais passer tout de suite aux activités concrètes. Je vais vous parler du mois de la littératie financière. Donc, premièrement, je propose à tous de souligner, de participer à la campagne nationale de la littératie financière qui est en novembre, donc, et ça depuis 13 ans. On a l'ACFC, qui est l'Agence de la consommation en matière financière au Canada, qui annonce sa campagne en septembre. Puis, il y a plusieurs organisations telles que l'Ordre des comptables, on a l'Autorité des marchés financiers, on a des chroniqueurs économistes aussi. Je pense à l'Institut des planificateurs financiers qui participent à la campagne avec différentes activités ou des événements. Donc, pour ma part, en fait, j'ai décidé de participer à la campagne grâce au projet Jeune Investisseur dans le but de renforcer la littératie financière pour les jeunes étudiants au Collège Montmorency. Et le mois de la littératie financière, c'est un moment privilégié pour parler de finances personnelles. Donc, on prend le moment, on prend les 4 semaines pour créer des activités. Donc, je propose une programmation d'activités pour avoir la chance d'en parler, pour transmettre des informations sur les produits financiers, pour leur permettre aussi de faire de les outiller, donc de s'exercer avec certaines calculatrices qui sont en ligne, des sites Internet qui sont valables aussi, qui peuvent utiliser. Puis, on parle du processus d'endettement, donc comment les étudiants peuvent se retrouver en endettement ou en surendettement. Puis, c'est aussi le moment pour parler de solutions quand nos finances vont mal. Donc, c'est vraiment le mois de la littératie financière, c'est le temps de rendre visibles les notions qui touchent la finance personnelle. Dans le cadre du mois, en fait, moi, je suis à ma 3e édition du mois de la littératie financière au Collège Montmorency. Donc, il y a toujours une programmation d'activités qui est lancée et je travaille en collaboration aussi avec différents intervenants. Donc, je pense au service de la vie étudiante qui met en place une journée des finances personnelles et nous invitons Finance Mes Choix qui est financé par Desjardins qui présente des ateliers 2 fois par année au Collège Montmorency et dont une pour le mois de la littératie financière. Donc, c'est des ateliers sur le budget, des ateliers sur le crédit, des ateliers sur comment bien partir en appartement. J'ai aussi invité des institutions financières à venir sur le plancher du collège pour parler des produits. Donc, l'année passée, j'avais présenté une institution financière qui donnait de l'information sur comment épargner pour l'achat d'une première propriété ou tout simplement comment épargner quand le moment va venir d'acheter une première propriété. J'ai aussi une 2e institution financière qui est venue pour parler d'épargne, mais des produits d'épargne. Donc, je pense au CELI. Donc, les institutions financières sont présentes pour donner de l'information aussi, puis de m'accompagner dans cette campagne.
Et finalement, j'ai les étudiants en technique de services financiers à qui j'enseigne, dont on prépare des ateliers, des kiosques pour permettre aux étudiants entre eux d'échanger, de discuter de crédit, de produits de crédit, de codes de crédit, donc de différents sujets qui les touchent. Donc, je vais vous présenter à la prochaine page, en fait, un exemple d'activité concrète ici, qui peut être sous forme de kiosque, qui peut être sous forme d'atelier, d'événements. Normalement, ce qui fonctionne bien, c'est des ateliers où il y a des échanges, où les étudiants peuvent vraiment poser des questions à d'autres. On peut faire des présentations qui sont magistrales, des présentations aussi avec l'utilisation de la technologie. Leur cellulaire, ça fonctionne très, très bien. Des ateliers aussi, on peut les mettre au défi. Donc, en leur posant des questions pour évaluer leurs connaissances, ça les intéresse aussi énormément et ça fonctionne. Mais ici, vous avez un exemple de kiosque qui est la carte de crédit, en fait, donc une notion simple, toute simple. Vous avez les picots qui présentent les différents sujets qu'on peut discuter. Donc, si je regarde ici, il y a le processus d'une demande de carte de crédit. Donc, l'étudiant qui arrive au collégial, qui veut faire sa première demande de crédit, mais qui ne sait pas à qui s'adresser, mais qui va avoir la bonne information, on peut lui transmettre. On a aussi des questions sur les types de cartes de crédit. Donc, je pense aux cartes de crédit étudiantes, laquelle est la meilleure pour l'étudiant. Ensuite, il y a le fonctionnement de la carte. Donc, par exemple, c'est quoi la différence entre faire un achat sur ma carte et une avance de fonds? Donc, c'est des informations qu'ils ne connaissent pas, puis qui permet aussi d'échanger sur comment fonctionne vraiment la carte de crédit. Par la suite, je pense aux responsabilités du détenteur de la carte. Donc, une des bonnes questions qui peut se poser, c'est qui est responsable des achats quand la carte est conjointe? Donc, j'ai vu des situations où la carte était conjointe et le jeune étudiant ne s'y connaît pas et il peut avoir des mauvaises surprises par la suite. Le coût de son utilisation, donc il y en a qui n'ont aucune idée sur les frais d'intérêt, les frais annuels ou des frais d'administration. Donc, on peut faire des démonstrations aussi avec eux, avec des outils qui sont en ligne. On va parler des avantages et des désavantages d'avoir une carte. Il y en a qui sont pas certains d'en prendre une ou non. Donc, on peut échanger. Puis, évidemment, ça m'amène à parler de la... Souvent, ils sont curieux d'avoir de l'information sur la cote de crédit. Donc, comment je fais pour monter ma cote de crédit? Pourquoi que ma cote ne monte pas? Et la semaine passée, j'avais la question, c'est quoi la différence entre une cote de crédit et un bureau de crédit? Donc, c'est des points que je vous donne comme exemple, en fait, qui peut être discuté lors du mois de la littératie financière. Puis, c'est une bonne façon de leur transmettre là, des informations qui sont justes. Mais outre que la carte, on peut parler du prêt personnel, du prêt auto. On peut parler d'un produit qui est très risqué pour les étudiants, la marge de crédit étudiante. Donc, c'est important d'être bien informé. Mais sinon, il y a aussi le côté épargne. Donc, je pense au budget, le CELI, le nouveau produit qui est sorti, le CELIAP, les REER. Donc, il y a toutes sortes d'informations qu'on peut transmettre durant le mois de la littératie financière. Et c'est ce que je propose, c'est que les établissements scolaires y participent pour transmettre le plus d'informations possible et aussi d'échanger avec les étudiants. Je vais passer à la deuxième activité. Donc, la deuxième pratique dont je vais vous parler, il s'agit d'un service de consultation en finances personnelles. C'est un service, en fait, qui est spécifique aux besoins de l'étudiant et sur lequel je travaille depuis 3 ans en même temps que le projet Jeune Investisseur. En fait, les établissements scolaires vont offrir des services d'aide comme les services d'orientation, les services d'un psychologue, les services d'aide financière et d'autres. Donc, de cette optique, j'ai mis en place un service d'aide qui est le service de consultation en finances personnelles. Le service, encore une fois, a comme objectif d'augmenter les connaissances des étudiants
en répondant toutefois à leurs questions spécifiques. Je pense à un étudiant qui est endetté, qui voudrait trouver des solutions pour se sortir de l'endettement. On est disponible pour répondre à ces questions et l'aider. Ou on pourrait avoir aussi un étudiant qui a un montant d'argent important dans ses comptes, puis qui voudrait connaître c'est quoi ses options de placement. Donc, ça fait référence toujours à l'éducation financière pour lui présenter qu'est-ce qu'il y a de disponible pour lui. Pour ce service, dans cette pratique, en fait, l'étudiant peut prendre un rendez-vous directement via le site Internet du collège à l'aide d'un calendrier Booking que nous avons créé. Et en fait, la rencontre se fait avec un étudiant de la technique de services financiers et moi dans un bureau fermé et dure environ 60 minutes. Et durant les 60 minutes, on peut répondre à ces questions vraiment d'ordre d'éducation financière. J'ai certains étudiants qui ont besoin de 2 à 3 rencontres, surtout lorsqu'ils nous demandent de rétablir des situations qui sont critiques, donc des situations d'endettement. Ça peut parfois prendre 2 à 3 rencontres. Ou sinon, des étudiants qui désirent avoir des plans budgétaires pour atteindre des objectifs financiers. On peut faire aussi 2 à 3 rencontres là, pour les guider. Mais pour ma part, le service de consultation en finances personnelles va apporter en fait 2 bienfaits. Le premier, c'est le service d'éducation financière, encore une fois. Et le deuxième, c'est de former mes étudiants qui sont en technique de services financiers qui vont devenir des futurs conseillers financiers dans la société. Dans un avenir rapproché, on pense à bâtir une clinique école pour répandre les services à d'autres. Je vais passer à la page suivante pour vous présenter le type de service qui est offert pour le service de consultation. Donc, le premier, vous avez guidé les étudiants à l'élaboration d'un budget. Donc, avec eux, on peut s'asseoir et leur montrer comment bien faire le budget, mais aussi de les aider à respecter le budget dans le temps. Donc, c'est ce qu'on va faire comme tâche pour l'étudiant qui vient nous consulter. En deuxième lieu, on peut répondre aussi aux différentes questions concernant les finances personnelles, telles que des produits financiers, donc le CELI, CELIA-PREAR, comme j'ai mentionné tout à l'heure. On peut parler aussi de la réglementation dans l'industrie financière. On peut parler aussi des rôles des professionnels de l'industrie financière par la suite pour le référer correctement aux bonnes personnes. Puis, on peut parler aussi, je peux ajouter l'assurance de dommages qu'on veut ajouter comme service dans le service de consultation. Donc, l'assurance, je pense à l'étudiant qui a des questions pour son assurance auto ou quand il veut partir en appartement ou l'assurance maison. Ensuite, le troisième point, il y a réalisé une planification budgétaire aux étudiants qui désirent atteindre des objectifs financiers qui sont précis. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré une étudiante qui avait besoin d'une planification budgétaire parce qu'elle partait en voyage pour un voyage d'une valeur de 7 000 $ environ là, dans le cadre de ses cours. Donc, on y a fait une planification budgétaire, puis ça lui a permis d'avoir une vision claire de où allait son argent et si ses projets étaient réalisables. Ensuite, on a aussi la possibilité, on en voit beaucoup, d'identifier des solutions pour des étudiants qui sont en situation d'endettement. Donc, dans ce cas-ci, on veut leur proposer des solutions pour vérifier avec eux s'il y a une lumière au bout du tunnel, puis qu'est-ce qu'on peut faire dans des situations qui sont critiques. Donc, structurer un budget pour rembourser ses dettes. Et finalement, on a aussi la possibilité d'offrir des outils aux étudiants pour les aider à gérer et planifier. Donc, nous, on est là pour les guider, les amener vers les sites Internet pour leur montrer comment les outils du public fonctionnent. Je pense à l'Autorité des marchés financiers qui nous offre des outils, les institutions financières aussi qui nous offrent des outils pour mieux planifier puis pour mieux gérer nos finances personnelles aussi. Donc, ça complète le service de consultation. Puis, il y a aussi, je pense, à l'importance de l'épargne, à l'importance du fonds d'urgence aussi à mettre en place dès leur jeune âge pour bien planifier leurs finances. C'est ce qu'on fait lors des consultations.
Je vais poursuivre avec la dernière pratique, en fait, qui est les ateliers gestion du stress financier. Donc, les ateliers gestion du stress financier, c'est une demi-journée d'échange et de discussion sur la gestion du stress. J'ai eu la chance, en fait, pour vous mettre en contexte, j'ai eu la coordonnatrice du département d'éducation physique qui a entendu parler de mon projet Jeune investisseur et qui m'a contactée. Elle m'a proposé, en fait, de travailler conjointement avec les enseignants du département d'éducation physique parce qu'ils enseignent un cours qui s'appelle la gestion du stress. Et dans ce cours, il y a quelques périodes sur la gestion du stress financier. Donc, elle a vu la possibilité de faire un travail ensemble pour combler la gestion du stress financier. Donc, à chaque année, nous bâtissons des ateliers sur le crédit et les ateliers sont bâtis dans le cadre de mon cours à moi, qui est le cours crédit et prêt du particulier. Et ce sont des ateliers qui sont bâtis en collaboration aussi avec une institution financière qui vient dans mes cours pour enrichir les ateliers qui seront présentés aux étudiants du cours gestion du stress. Donc, on bâtit des ateliers pour parler des imprévus financiers qui apportent du stress, des mauvaises surprises en finances personnelles aussi qui peuvent apporter du stress, de mauvaises connaissances de produits financiers qui peuvent apporter du stress, de la mauvaise utilisation du crédit qui apporte aussi du stress. Donc, c'est toutes des notions, c'est tous des ateliers que nous bâtissons à chaque année, puis qui fait le lien avec les effets indésirables sur la santé physique d'une personne lorsque les finances ne vont pas bien. Donc, c'est spécifique en fait aux étudiants. C'est des ateliers ici qui sont spécifiques aux étudiants gestion du stress. Mais à ce moment, les étudiants du cours gestion du stress ont aussi la possibilité d'avoir des consultations en finances personnelles par les finissants de techniques de services financiers. Donc, c'est vraiment ces deux services qui est offert durant la demi-journée. On a le premier qui est les ateliers sur les crédits, les produits de crédit et aussi les consultations en finances personnelles pour les aider à se préparer à faire des budgets. Donc, les étudiants du cours gestion du stress présentent à la demi-journée, puis au préalable, ils doivent avoir réfléchi, ils doivent avoir relevé toutes leurs dépenses, donc leur coût de la vie, ce qui permet d'avoir une réflexion sur combien ils dépensent par mois. Puis par la suite, ils doivent aussi réfléchir aux objectifs financiers à court terme, à moyen terme et à long terme qu'ils veulent réaliser. Et nous, notre rôle comme professeur et comme étudiant en technique de services financiers, c'est là encore une fois de répondre à l'éducation financière, de leur donner des conseils sur la planification budgétaire et de leur donner le plus d'informations et du soutien pour réduire et mieux gérer le stress financier. Donc, c'est trois pratiques qui se fait actuellement depuis 3 ans qui fonctionnent bien, qui sont intéressantes. Puis, si on regarde la prochaine diapositive ici, ce que ça va apporter, cet atelier, c'est des échanges entre étudiants, donc ils se parlent entre eux. C'est ce qui est intéressant. Donc, c'est entre étudiants pour parler des effets du stress. On veut aussi, dans ces ateliers, les conscientiser sur l'utilisation du crédit et faire le lien, encore une fois, avec le stress financier. Puis, on veut finalement leur apporter des pistes de solutions pour contrer et réduire le stress financier. Donc, ça termine en fait les pratiques que je voulais présenter dans le cadre de ma présentation. Puis, je pense que la santé financière des jeunes, c'est aussi important et ça compte. Donc, faisons des changements pour les étudiants pour leur avenir. Merci beaucoup, Isabelle. Effectivement, je pense que toutes les personnes qui participent aujourd'hui ont cet intérêt-là et le même souhait que toi. On va enchaîner avec la période de questions. En fait, on a déjà des questions
dans l'outil Q&R. Donc, n'hésitez pas là, pendant que je parle ou qu'on répond aux questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les inscrire ici. Puis je vais quand même relever la première question qui a été posée, qui a été répondue par écrit par Jacinthe, mais je vais quand même la poser si jamais d'autres d'entre vous avaient des informations. Donc, la question était, existe-t-il des statistiques mettant en relation l'aide financière, donc le programme des prêts et bourses, et le taux de diplomation? Donc, peut-être qu'on prétend que ça peut aider d'avoir accès au programme des prêts et bourses pour le taux de diplomation. Est-ce que vous avez déjà vu passer des études sur le sujet? Si je peux me permettre, Audrey, ce qui est difficile un peu à mesurer pour l'instant, c'est que la réussite n'est pas un critère pour le programme d'aide financière du gouvernement du Québec. Donc, c'est pas les personnes étudiantes n'ont pas à réussir leur cours pour continuer à avoir droit à l'aide financière aux études. Alors, il faudrait vraiment que ce soit une étude qui est complètement à part du système de l'aide financière à ce moment-là, que le gouvernement prendra en charge. Puis là, à ce moment-là, il faudrait des volontaires pour répondre à ce genre d'enquête-là, parce que de par les chiffres disponibles à l'aide financière, c'est pas une information de par le programme en tant que tel qui pourrait être sortie. Parfait, merci. Je vois Jacinthe qui a ouvert son micro. Oui, est-ce que c'est possible de demander à notre collègue Isabelle d'enlever le partage d'écran? J'aime bien parler en voyant des gens plutôt qu'une une présentation. Donc, oui, ben moi, j'avais répondu déjà à la personne là, par écrit. À ma connaissance, là, il n'y a pas d'étude qui vérifie ce lien-là. Puis, en fait, je me demande si c'est pas tout le monde, en fait, qui fait de l'aide, qui demande de l'aide financière. Oui, il y a l'aide financière au gouvernement, mais il y a l'aide financière aussi des marges de crédit étudiantes. Donc, au final, je sais, j'ai même pas d'hypothèse, en fait, par rapport à ça, parce que je suis pas certaine qu'on serait capable de comparer avec des gens qui ont jamais demandé d'aide financière non plus. Euh, Puis, c'est ça, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que Yann disait aussi là, par rapport au fait qu'on peut continuer. Bien qu'il y a une limite, là, à un moment donné, tu peux atteindre une limite. Je l'ai atteint moi-même. Parfait, merci. Merci quand même d'avoir répondu à l'oral également. J'enchaînerai peut-être avec une question de Émilie Tremblay, donc qui est particulièrement pour Jacinthe. Vous avez parlé de l'importance de développer des cours personnalisés selon l'étape de vie plutôt que des cours généraux moins adaptés aux réalités que vivent les jeunes. Avez-vous connaissance de certaines initiatives qui vont en ce sens? J'en ai pas vu dans mes lectures. L'exemple que je donnais, c'était surtout pour les bureaux d'aide financière à l'université, donc qui parlaient, là, qui s'adaptaient par rapport au texto. Euh, En fait, le plus simple, ce serait carrément de leur demander. Je ne sais pas si Mme Tremblay est une enseignante ou une intervenante, mais si j'avais à construire un cours auprès de jeunes, j'irais carrément leur demander de quoi vous avez envie qu'on parle. Là, on va parler d'argent, j'ai pas envie d'être plate avec vous autres, donc dites-moi ce que vous faites avec, ou juste d'observer carrément. Ben, ils ont tendance à acheter quoi? Est-ce qu'ils font des projets? Est-ce qu'à cet âge-là, ils pensent à une auto? Si je faisais un cours sur le budget, par exemple, auprès des jeunes secondaires, ben, j'aurais tendance à leur faire un budget par rapport au bal de fin d'année, qu'on sait qu'ils dépensent de plus en plus. Donc, je dirais, je veux dire, il y a pas de succès magique, c'est toujours de. Puis en plus, les jeunes ils aiment ça qu'on leur demande leur opinion sur comment faire les choses. Si je peux ajouter à ce que Oui. Jacinthe dit, c'est tout à fait vrai. Je pense que nos populations étudiantes doivent être rendues à une certaine étape pour avoir complètement la disponibilité pour comprendre de quoi on parle. Si on prend des jeunes secondaires et on leur parle d'une hypothèque, même si ça va être en très loin, c'est pas un sujet qui va avoir le même intérêt que, par exemple, les dépenses reliées à un bal des finissants. Puis de toute façon, c'est un comportement qu'on voit chez nos populations étudiantes. Ils viennent souvent nous voir quand le besoin se présente. De faire de la prévention, c'est faisable. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais c'est souvent quand ils arrivent au moment où le besoin est là, que là, ils ont toute la disponibilité pour comprendre de quoi on parle. Tout à fait, c'est vraiment une question d'opportunité. Isabelle, tu voulais compléter?
Moi, ce qu'on me parle beaucoup, c'est les étudiants qui arrivent du secondaire avec le cours de secondaire 5, qui est le cours du monde financier. Donc, les étudiants collégiens me parlent beaucoup de ce cours qui les a motivés, qui a développé une curiosité, mais ça s'arrête là. Donc, par la suite, c'est les étudiants rendus aux études postsecondaires qui doivent eux-mêmes là, faire leur propre formation ou de se trouver des repères pour se guider dans le monde de l'industrie financière, dans la littératie financière, mais je dois avouer que je pense que ça s'arrête là. Merci pour le complément. J'enchaînerai avec une autre question parce qu'on en a plusieurs quand même. Est-ce qu'il y a des formations pour nous aider à avoir nous-mêmes ces connaissances? Donc, une personne qui est nouvellement responsable de l'aide financière aux études, qui aimerait, dans le fond, être mieux outillée pour pouvoir bien guider les personnes étudiantes. Est-ce que vous connaissez des formations pour les intervenants? Si je peux me permettre, des formations pour s'inscrire à des cours, là, je ne suis pas certaine, mais sur le site de l'Autorité des marchés financiers, il y a vraiment des outils, de l'information qui est offert au grand public. Donc, c'est très bien présenté. C'est des formations tant sur les produits de crédit que sur les produits de placement ou d'épargne. Donc, c'est quelque chose qui peut être utilisé comme point de départ pour bâtir des ateliers ou transmettre de l'information. L'Autorité des marchés financiers, là, je dirais comme, c'est comme notre grand surveillant de l'industrie financière et c'est de l'information là, qui est à jour. Donc, ça peut être une porte à utiliser. Super, merci beaucoup. Est-ce que Yann ou Jacinthe, vous aviez d'autres éléments à apporter? Oui, Autorité des marchés financiers, clairement. Là. Je pense qu'ils ont fait un bon travail de ce côté-là. Sinon, il y a la CFC, l'Agence de consommation financière du Canada, qui a toujours des bons outils aussi. Mais vraiment, je pense qu'Isabelle a donné la meilleure source. Super, Les, merci. les ACEF offrent parfois ce genre de... Quand on a un groupe suffisant, là, les ACEF régionaux, tout dépendant, parce que les ACEF fonctionnent de façon régionale, là. Donc, s'il y a des groupes suffisants, j'ai déjà vu des régions offrir des formations en intervention budgétaire, par exemple, là, pour le personnel qui travaille dans les bureaux d'aide financière. Donc, ça peut... l'autorité des marchés financiers est le meilleur lien à faire en premier lieu, mais on peut regarder aussi du côté de notre ACEF régionaux. Puis, je dirais, une des grandes difficultés, c'est la multiple variété de tout ce qui est offert à nos populations étudiantes. Ça devient difficile de répertorier. Ma directrice m'a déjà demandé à un moment donné, est-ce que c'est possible de créer un répertoire de tout ce que nos populations étudiantes ont accès comme soutien financier? Je dis non, c'est impossible. C'est l'expérience, malheureusement. J'en aurais peut-être un autre que Oui, j'ai mentionné durant la présentation, mais Finance mes choix, qui est financé par Desjardins. Donc, si vous allez sur le site Internet et que vous écrivez Mes finances, mes choix, vous allez voir qu'il y a une panoplie d'ateliers qui sont offerts. Ce sont des ateliers qui sont offerts. Moi, je les invite en fait pour le service de la vie étudiante, les invite au collège pour présenter des ateliers aux étudiants. Mais je sais aussi qu'ils font des ateliers en entreprise, donc pour différents professionnels, différents sujets aussi. L'option Mes finances, mes choix, là, je pense que ça peut être très, très intéressant aussi. merci beaucoup. Donc oui, aller s'appuyer avec des ressources crédibles, là, c'est toujours bien, surtout quand on débute dans cet emploi-là. Une question qui s'adresse à tous les intervenants. Avez-vous l'impression que l'État en fait assez en matière d'éducation et de littératie financière? Donc, il existe de nombreux programmes, de belles initiatives. Plusieurs organismes sont très actifs, mais il reste qu'il manque d'éducation financière. Donc, Mme Cloutier parlait au début d'une hausse de l'endettement chez les moins de 30 ans. Quel devrait être le rôle de l'État pour éviter que tout le fardeau repose sur les épaules des individus? Grosse question. On voit vraiment une tendance à vouloir responsabiliser les individus. Ça, c'est toujours un irritant de mon côté, en tout cas, que ce soit par rapport au droit à la consommation, par rapport aux finances personnelles. C'est incroyable comment on veut toujours mettre la responsabilité sur les individus, sur les personnes, sur les citoyens. Mais oui, il y a toujours plus à faire par rapport à... ne serait-ce que penser que
tout ce qui est les cours d'économie familiale qui ont été retirés. Puis là, oups, on remet le cours comme ça, sans le cours d'éducation, pas personnelle, mais d'éducation financière. Je me souviens que ça avait été fait un peu de façon cavalière quand même. On n'avait pas tant préparé les enseignants par rapport à ce cours-là. Le matériel, on savait pas comment faire. Puis j'ai même parfois l'impression quand je parle avec ma nièce c'est comme le cours bouche-trou qu'on envoie un peu à n'importe qui. J'ai cette impression-là. Je peux très bien me tromper, là, puis on peut me corriger, mais j'ai peur que si ça vient pas d'en haut, justement, des instances gouvernementales, puis qu'on n'est pas capable de mettre de l'avant, que c'est super important, ben c'est sûr que si ça découle après ça en bas dans les institutions, puis on n'y met pas l'importance que ça devrait avoir. Merci. Oui, Anne? Oui, je suis d'accord avec Jacinthe. Souvent, on donne beaucoup d'accès à des outils financiers. On n'explique pas nécessairement quel est cet outil-là. Vous allez à votre institution financière, on vous dit signe ici, signe ici, signe ici, vous sortez avec une marge de crédit ou un prêt personnel. Donc, il y a un manque en termes de littératie financière. Un de mes collègues m'indiquait que du côté des États-Unis, leur programme au niveau de soutien financier, leur programme numéro 1, là, les personnes étudiantes ont certaines étapes à franchir avant d'accéder. Donc, ils doivent s'informer. Ils ont des étapes à faire d'information, de prendre connaissance de ce qu'ils s'apprêtent à faire. Donc, oui, il y a toujours mieux à faire pour justement sensibiliser nos populations étudiantes, leur faire comprendre ce qu'ils s'apprêtent à faire. Puis, il existe tellement d'outils technologiques aujourd'hui, d'outils que la population étudiante aime. On parlait de TikTok tout à l'heure. Donc, c'est facile de trouver quelque chose de technologique qui tape à l'œil, qui va les attirer et qui, en même temps, va être éducatif. Donc, oui, il y a toujours moyen de faire plus. Merci. Est-ce que vous vouliez, Isabelle, avais-tu quelque chose à rajouter? Oui, je vais rajouter en fait que j'avais lu une recherche qui avait été publiée par l'Autorité des marchés financiers encore une fois. Ce qui transmettait comme information, c'est que plus la clientèle va utiliser les produits, plus il va être à l'aise de l'utiliser, il va s'intéresser, il va développer une curiosité, il va avoir des meilleures connaissances. C'est sûr que c'est difficile de pousser quelqu'un à utiliser un produit, mais d'essayer de faire des démonstrations, puis d'essayer de faire des pratiques avec ce qui est mis sur les sites Internet, ça peut être une façon d'utiliser les produits. Je sais que c'est pas facile, mais ça peut être un plus qu'on peut faire là, d'être plus pratique, puis d'utiliser qu'est-ce qui nous est fourni dans la littératie financière pour rendre meilleure la situation de tous. Merci beaucoup. Avant de passer à la prochaine question, je vois qu'il y a une main levée. Si jamais vous avez une question à poser, vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses qui est dans la barre en bas là, de la fenêtre Zoom pour poser votre question par écrit. Ça va être plus facile pour le déroulement du webinaire. Donc, merci pour vos réponses. J'enchaîne une question qui, je crois, s'adresse à Isabelle. Partagez-vous le contenu de vos ateliers avec d'autres collègues? C'est demandé avec le sourire. Avec le sourire, je vais répondre oui. Donc, il s'agit de me contacter et de voir qu'est-ce qui peut être mis en place. Mais oui, j'ai une très grande ouverture à partager des outils, du contenu pour réaliser des activités ou des événements. Super, merci beaucoup. J'enchaîne avec une autre question. On a encore le temps, oui. Donc, une question pour Isabelle. Nous avons offert plusieurs ateliers d'éducation financière dans notre établissement, mais le taux de participation n'est pas très grand. Dans quel cadre offrez-vous les ateliers d'éducation financière, pardon? Est-ce qu'il y a un grand taux de participation? C'est une très bonne question. J'ai aussi le défi du taux de participation. Donc, je continue de persévérer pour faire participer les étudiants. Mais ce que je peux remarquer, c'est quand on est plusieurs intervenants à proposer des activités, ça devient de plus en plus facile. Quand j'ai commencé le projet Jeune Investisseur, j'étais seule à faire les activités. C'était plus difficile d'aller chercher les étudiants. Mais en allant chercher des alliés comme le service de la vie étudiante, un département d'éducation physique qui est prêt aussi de participer, les étudiants aussi, donc de se regrouper pour offrir des services. Je vois que c'est plus facile aussi d'approcher les étudiants parce que ça reste que ça peut être un sujet qui est tabou.
Les étudiants, parfois, ils sont fermés à parler d'argent. Donc, il y a différentes approches, des approches en groupe qui peuvent être faites ou des approches qui sont plus individuelles aussi, qui peuvent permettre d'aller chercher certains étudiants. Mais il y a encore du travail à faire là, sur le taux de participation pour leur donner le plus d'informations possible là-dessus. Merci. C'est toujours l'enjeu, hein? On a bien beau avoir monté de beaux ateliers, mais c'est ça, c'est de susciter l'intérêt. Donc, vous avez quand même parlé là, de certaines solutions, d'aller vers des plateformes qu'ils utilisent déjà, des outils, y aller aussi avec l'opportunité selon le stade de vie. Donc, au cégep, ce ne sera peut-être pas les mêmes intérêts que dans notre vie financière que rendu à l'université, selon l'âge aussi des personnes étudiantes. Donc, tout à fait. Merci beaucoup pour cette réponse-là. J'aurais une autre question. Audrey, si tu me permets aussi, Oui, oui. une tendance qu'on voit en pédagogie, c'est ce qu'on appelle la gamification, donc d'apprendre par le jeu. Il y a moyen de le faire, évidemment, pour les adultes. Là, c'est pas juste des petits jeux de mémoire avec des éléphants puis des pommes, là. Mais la ludification ou l'apprentissage par le jeu, c'est vraiment aussi une tendance là, qu'on peut regarder avec une équipe de technopédagogie, par exemple. Très bonne idée. Puis en fait, ça vient un peu là, placer pour une question qu'on avait reçue par courriel. Donc, est-ce qu'à votre avis, la littératie financière devrait faire partie du corpus d'enseignement d'un programme d'études au collégial? Donc, on parlait tantôt du cours obligatoire au secondaire. Est-ce que c'est assez? Est-ce que ça fait juste piquer la curiosité, puis après, il en manque un bout? Donc, est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Est-ce que ça devrait être faire partie d'un programme obligatoire? Oui. Si on met des cours obligatoires comme tout ce qui est sportif, les activités sportives, ben pour moi, c'est aussi important de faire attention à sa santé physique, à sa santé financière, parce que ça peut avoir des impacts à très long terme. Oui. Isabelle ou Yann, oui. J'appuie Jacinthe. Ça devrait être obligatoire parce que l'argent, ça nous suit pendant toute la vie. Donc, si on peut trouver des solutions pour se sortir de certains événements ou de savoir quoi faire aussi quand il y a une grosse rentrée d'argent, donc d'être bien responsable de nos finances, je pense que ça serait important de mettre des cours qui sont obligatoires après le secondaire. Merci. Je vois Yann opiner du bonnet. Donc, c'est unanime comme réponse. Merci beaucoup. Je vais enchaîner avec une autre question. Voilà. Comment pourrions-nous évaluer nos interventions en matière de littératie financière afin de comprendre et de mesurer possiblement l'impact de nos actions? Donc, on a des idées, on a des projets, on veut les mettre en œuvre auprès des populations étudiantes, mais avez-vous des façons d'évaluer les retombées concrètes de vos actions ou comment vous fonctionnez? Bonne question. C'est pas une question facile. Tout ce qui est dans la mesure, c'est d'un de déterminer c'est quoi nos indicateurs clés. Par exemple, qu'est-ce qu'on veut savoir? Est-ce qu'on veut savoir si le niveau d'endettement va avoir diminué? Est-ce qu'on veut savoir si la personne est satisfaite par rapport à sa santé financière? Est-ce qu'elle est même satisfaite de l'atelier ou de l'intervention qu'elle a eue? Donc, premièrement, déterminer une liste d'indicateurs pour avoir une mesure plus précise, ça pourrait aider. Ça se fait sur le longitudinal, c'est certain, parce que c'est pas demain matin qu'on peut changer sa situation aussi facilement. Je suis entièrement d'accord avec Jacinthe. C'est quelque chose. Et qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce que c'est un comportement qu'une personne étudiante a eu? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé, un événement financier dans son dossier d'aide financière, par exemple, et puis on va voir si ça se reproduit de nouveau parce que on lui a justement indiqué la marche à suivre ou les documents qu'il devait transmettre, ce qui était attendu de lui. Donc, faut savoir ce qu'on mesure en premier lieu là, pour voir si nos interventions. Il y a des choses concrètes qu'on s'aperçoit que oui, quand on arrive avec un enseignement, on explique quelque chose,
on voit que le comportement ne se reproduit plus, ben là, on sait que probablement la notion a été maîtrisée, que notre travail a été bien fait. Et à part ça, pour des ateliers, bien sûr, on peut faire des sondages de satisfaction qui vont donner certains indicateurs, mais après ça, il faut pratiquement suivre nos populations étudiantes à la trace pour voir s'ils adoptent les comportements qu'on leur a proposés. Ça fait très difficile, oui, Isabelle. Oui, je suis d'accord avec Jacinthe et Yann. Dans les pratiques que je fais des suivis. Les suivis sont assez importants pour voir s'il y a une évolution avec l'étudiant, si l'étudiant a bien compris. C'est sûr que ça demande du temps de faire des suivis, mais on les fait justement pour essayer d'apporter une amélioration dans les pratiques. Donc, que ce soit des sondages, on peut faire des sondages sur sa satisfaction, s'il recommanderait le service ou non, si il voudrait revenir nous voir aussi. Mais encore c'est du travail continu à faire là, sur les différentes activités qu'on va lui proposer. Oui. Tout à fait. Puis je me permets on parle que ça prend du temps, donc je me permets peut-être d'ajouter que les initiatives, entre autres, dont vous parliez, Isabelle, au Collège Montmorency, ben, il y a une libération aussi enseignante en arrière de ça. Donc, ça prend du temps monter ce type d'atelier-là, ou du moins se les approprier, même si quelqu'un nous partageait du contenu, il faut quand même s'approprier tout ça, les mettre en place, tout ça, trouver le bon moment, la bonne façon là, d'adapter ça à notre réalité dans notre établissement. Donc, ça aussi, ça peut être un enjeu là, si jamais il y a des gestionnaires dans notre webinaire, là, c'est vraiment l'enjeu du temps pour accompagner comme il faut les populations étudiantes. Là, ça semble revenir pas mal. Je me permets de revenir. Là, ma collègue a partagé dans le clavardage, donc un commentaire, une invitation qu'une enseignante du Cégep Joliette lançait. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées à construire ensemble, là, à partager du contenu pour un atelier sur l'éducation financière, et n'hésitez pas à la contacter. Puis j'en profite aussi si jamais il y a d'autres questions, c'est encore le temps là, pendant que je parle. Et j'en profite pour vous indiquer que suite au webinaire, dans le fond, on va ajouter une section sur la page de l'activité du webinaire sur le site web de l'ORES, une section ressources complémentaires. Donc, nos panélistes nous en ont fourni quelques-uns, quelques-unes. Il y en a qui sont apparus dans le clavardage en cours de webinaire. Donc, on va bonifier cette section-là, puis ça va être accessible là, pour toujours sur la page de l'activité. Donc, vous allez recevoir un courriel là, dans les jours qui suivent lorsque la page va avoir été mise à jour. Donc, on n'aura pas perdu là, toutes ces belles idées-là et ces belles ressources-là que vous avez partagées. Donc, je refais peut-être, là, il est 53. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour nos panélistes avant qu'on conclue notre webinaire d'aujourd'hui? Non, ça va? Parfait. Bon, ben alors, je vais enchaîner pour le petit mot de clôture. Donc, en fait, au nom de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, ben, je remercie vraiment chaleureusement nos 3 panélistes, donc Jacinthe Cloutier, Yann Martel, Isabelle Nguyen. Merci pour vos présentations, merci pour votre disponibilité et aussi votre générosité dans les réponses que vous avez fournies aux personnes participantes. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont assisté à l'événement en grand nombre. Ça a été un succès, je crois. Donc, comme non, ça, je ne vous l'avais pas dit. Vous recevrez dans quelques minutes un questionnaire d'appréciation du webinaire. Donc, on vous remercie si vous pouvez avoir 2 minutes là, pour le remplir. Ça nous aide à améliorer la formule des webinaires. Et je vous rappelle que le webinaire a été enregistré. Donc, l'enregistrement, il va être rendu disponible sur la page de l'activité sur le site web de l'ORES avec les documents de présentation des panélistes. Donc, en temps venu, lorsque la page aura été mise à jour, vous allez recevoir un courriel pour vous en aviser. L'ORES souhaite aussi recueillir vos besoins afin de s'améliorer. Donc, on est en train de faire un grand sondage à l'échelle de tous les établissements d'enseignement supérieur. Donc, merci de prendre quelques minutes pour répondre à notre sondage d'ici le 24 novembre, donc qui est vendredi. Donc, vous avez le code QR sous les yeux. Sinon, alors, pour connaître les prochaines activités de l'ORES, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux,
à consulter notre site Web et à vous inscrire à notre infolettre. Donc, vous avez toutes les informations à l'écran. Sur ce, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une très belle fin de journée. À la prochaine.